Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI 1 à la une de cette édition. Alors que la CAN bat son plein, la Côte d'Ivoire signe son retour sur le marché financier international avec une levée de 1568 milliards de francs CFA. C'est la plus grande opération d'emprunt réalisée par l'État ivoirien auprès d'investisseurs privés. L'enveloppe sera majoritairement consacrée au rachat et au refinancement de rebonds existants. 24 équipes au coup d'envoi de la CAN. Elles ne seront plus que 16 à franchir les huitièmes de finale. Et la Côte d'Ivoire qui obtient son ticket, le Cap-Vert aussi, le Maroc qui a validé sans faute son ticket. Le Sénégal, champion en titre, a validé également son billet, tout comme bien d'autres pays, le Nigeria, l'Égypte, le Cameroun, l'Angola, la Mauritanie. Le sélectionneur français Jean-Luc Gasset n'est plus l'entraîneur des éléphants de Côte d'Ivoire. Il a été démis aujourd'hui de ses fonctions par la Fédération ivoirienne de football pour résultats insuffisants. Jean-Luc Gasset a été limogé avec son adjoint. Il est remplacé par l'ancien international Hermès Faye. Voilà, la grand-messe du football se poursuit. La Côte d'Ivoire accueille avec joie toutes les équipes de la CAN à Akouaba, en terre ivoirienne. Il y avait 24 équipes au coup d'envoi de la CAN en Côte d'Ivoire. Elles ne seront plus que 16 à franchir les huitièmes de finale. Et la Côte d'Ivoire, pays hôte, fait désormais partie des qualifiés pour le second tour. Le Maroc, sans faute, a aussi validé son billet. Le Cap-Vert, le Sénégal, champion en titre, ont leur ticket, tout comme bien d'autres pays tels que le Nigeria, l'Égypte, le Cameroun, l'Angola et la Mauritanie. Justement, alors que la CAN bat son plein, la Côte d'Ivoire signe son retour après 2 années d'absence sur le marché financier international avec une levée de 1568 milliards de francs CFA. C'est la plus grande opération d'emprunt jamais réalisée par l'État ivoirien auprès d'investisseurs privés, comme nous le rapporte Lansine Bakayoko. Ces 1568 milliards de francs CFA ont été mobilisés via 2 émissions obligataires de maturité respectives de 9 et 13 ans. Ça traduit l'engouement des investisseurs vis-à-vis de la Côte d'Ivoire. Ça montre également l'attractivité de la Côte d'Ivoire et l'intérêt que les investisseurs ont par rapport à notre pays. Ces ressources seront dédiées majoritairement au rachat, au refinancement de rebonds existants ainsi que de prêts bancaires internationaux. Une option qui va permettre à la Côte d'Ivoire d'étaler les échéances de remboursement de sa dette extérieure et lui donner un peu plus de marge de manœuvre budgétaire alors que le pays suit un programme économique avec le FMI. La Côte d'Ivoire dispose d'une stratégie de gestion de la dette à moyen terme. Cette stratégie vise à faire en sorte que nous puissions gérer de façon maîtrisée notre dette et nous assurer que la dette demeure un instrument de financement du développement et que cette dette-là également présente un risque qui soit modéré. Au-delà de la Côte d'Ivoire, il s'agit d'une bonne opération pour l'ensemble de la zone UEMOA, confronté ces derniers mois à des tensions de liquidité, du fait notamment d'une baisse significative des réserves de devises. Nous avons des agences de notation internationales qui suivent en fait tout ce que nous faisons. Aujourd'hui, ces agences, quand elles regardent, elles voient les performances économiques, elles voient la qualité de la gestion des finances publiques, elles voient la solidité de nos institutions, elles estiment que la Côte d'Ivoire devrait bénéficier de notations qui soient parmi les meilleures notations au niveau du continent africain. Pour la Côte d'Ivoire, le couplage de ces 2 opérations offre l'avantage de se prémunir contre le risque de change qui se traduit en cas d'appréciation du dollar par rapport à l'euro par un renchérissement du service de la dette. L'effort fait d'efforts, dit-on. Leur mérite justement a été reconnu au sommet de l'État, classé 2e et 3e au prix national d'excellence pour l'édition 2023. 4 agents du ministère de la Communication ont été célébrés. Le ministre Amadou Coulibaly les a primés pour la qualité de leur travail et leur exemplarité, nous rapporte Sephora Zegui. Au nombre de 4, les acteurs du ministère de la Communication classés respectivement 2e et 3e au prix national d'excellence viennent de recevoir leur prix des mains de leur ministre Amadou Coulibaly. La RTI remporte à elle seule 2 prix. Le 2e prix pour le développement des médias et le 2e prix pour le développement de la communication. Ce prix, ça vient nous honorer, mais ça me met encore plus la pression
de continuer dans cette voie-là. C'est la sanction du travail accompli depuis plusieurs années sous la houlette de notre directeur général. Et cela montre en fait qu'il y a une reconnaissance, au-delà des audiences, au-delà de toute la reconnaissance qu'il y a vis-à-vis de nos clients et des internautes, quand l'État vous récompense, ça fait plaisir. C'est vraiment une grande satisfaction pour nous, la reconnaissance de l'État de Côte d'Ivoire après un tel boulot d'initiative police-secours. Ces travailleurs sont une fierté pour le ministère de la Communication. Amadou Koulibaly invite l'ensemble des acteurs de son secteur à postuler pour l'édition prochaine. Je voudrais profiter pour lancer un appel à tous les professionnels quand les périodes de réception donc, des candidatures sont ouvertes, postuler. Postuler sans a priori, postuler sans crainte. Le jury travaille de façon professionnelle, les critères sont publiés, ils sont connus de tous et tous ceux qui méritent sont sélectionnés. Pour rappel, le prix national d'excellence consacre l'engagement de l'État de Côte d'Ivoire à promouvoir une société d'excellence. Son organisation annuelle depuis son retour en 2013 épouse les différentes visions du président de la République, son Excellence, M. Alassane Ouattara. On prend aussi soin de notre environnement. Le ministre Sidi Touré donne l'exemple au CAFOP de Bouaké. Il a participé là-bas à une opération de reboisement, c'est dans la région de Gbeke. Et pour les initiateurs, il faut contribuer au recouvrement du couvert forestier. C'est Corona. Séance de reboisement du ministre des Ressources animales et halieutiques Sidi Touré et de la directrice Afrique de l'Ouest de la Fondation Frédéric Nouman dans les locaux du CAFOP 2 de Bouaké. Une initiative écologique encouragée par les responsables de la direction régionale des eaux et forêts de Gbeke. Il n'y a plus de forêt, donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut protéger ce qui existe. D'ici l'horizon 2030, nous ayons 20% du territoire national en forêt. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes en deçà, nous sommes autour de 12-11%. Il ne faudrait pas que ce soit l'affaire des agents des eaux et forêts seuls. Cette activité de planting d'arbres est une initiative du Centre d'études prospectives présidé par le ministre Sidi Touré avec le soutien de la Fondation allemande. Nous sommes ravis de pouvoir sensibiliser et promouvoir les efforts qui ont été faits dans ce pays déjà depuis quelques années, mais qu'il ne faut pas relâcher. Donc cet acte symbolique de reboisement est censé donner un signe aussi pour la Côte d'Ivoire que la Fondation et l'Allemagne entière est derrière cette nécessité. Le changement climatique est une réalité que nous vivons en permanence. Nous avons décidé que ce sujet doit être dans notre actualité de réflexion à l'effet d'enrichir ce qui a déjà été produit au niveau international, mais surtout produire une réflexion locale sur ces sujets de changement climatique au niveau local. Et c'est à cet effet que nous sommes très heureux que la Fondation Frédéric Nouman ait décidé d'associer son image à cette initiative. Cette action de reboisement contribue au recouvrement du couvert forestier ivoirien, une forêt estimée à 16 millions d'hectares en 1960. La Côte d'Ivoire ne dispose que de 2 millions d'hectares aujourd'hui. Nous sommes aujourd'hui mercredi 24 janvier. C'est la journée internationale de l'éducation. Le thème retenu cette année, apprendre pour une paix durable. Et chaque pays dresse donc son bilan à l'occasion de cette journée. Et la Côte d'Ivoire en fait de même. Plusieurs actions en faveur d'une école de qualité ont été révélées. Pour les acteurs, l'école ivoirienne est en pleine progression. C'est Sephora Zeguip, le reportage. L'école ivoirienne se porte bien selon Mariatou Kone, la ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Depuis 2011, les indicateurs en la matière sont au vert et traduisent clairement la volonté du gouvernement ivoirien de la positionner au rang des meilleurs sur l'échiquier international. En ce qui concerne la Côte d'Ivoire, l'éducation a été perçue dès son accession à l'indépendance comme la priorité des priorités. Des investissements importants ont été réalisés et le sont toujours pour rester en conformité avec cette vision. Le taux de scolarisation d'enfants en âge d'être scolarisés en Côte d'Ivoire est passé de 89,60% de 2013 à 2014, puis à 99,93% en 2017-2018. Cette hausse des effectifs nécessitant des infrastructures adéquates, l'État de Côte d'Ivoire et ses partenaires n'ont pas lésiné sur les moyens. 36 126 salles de classe construites au primaire de 2012 à 2022.
contre 12 986 classes sur la période 2001-2011. Les ressources humaines demeurent également une priorité pour le gouvernement. Entre 2019 et 2020, 10 300 enseignants du primaire et du secondaire ont été recrutés à titre exceptionnel. Un bon point, appuyé des années plus tard par plusieurs autres mesures issues des États généraux de l'éducation nationale et de l'alphabétisation pour régler définitivement la question du manque d'enseignants et améliorer considérablement la qualité de l'enseignement dispensé. Au nombre de celles-ci, le recrutement régionalisé dans les CAFOP. Le recrutement régionalisé des enseignants reste pertinent au regard de notre contexte national qui reste caractérisé par des opportunités économiques et administratives différenciées offertes par les régions. Elle offre désormais un cadre favorable pour appuyer la concrétisation de la décentralisation du système éducatif. En termes d'innovation d'apprentissage, l'on note la remise en ligne de la plateforme Mon École à la maison, un acte issu des recommandations des EGENA, boussole pour une école de qualité. Le taux d'analphabétisme est passé de 51% en 2002 à 47% en 2021. Concernant les cantines scolaires, au nombre de 5 602, l'État y a investi 16,2 milliards de francs CFA de 2014 à 2019 pour offrir un repas à plus d'1 million d'écoliers. Sur la scène politique ivoirienne, le PDCI RDA, Tidiane Thiam prend officiellement fonction à la tête du parti. Le président honoraire du PDCI RDA, Philippe Boni, a passé la main au nouveau président du parti. La passation des charges a eu lieu aujourd'hui en présence de l'inspecteur général du PDCI RDA, Niamey Ngoran, Carmel Dia Ngeta Kwame. C'est maintenant officiel. Tidiane Thiam prend fonction à la tête du PDCI RDA. Ce mercredi, il a reçu des mains du président sortant, Philippe Kopli-Boni, les documents destinés à la gestion du parti pour matérialiser cette passation de charges. Vice-président, inspecteur général du parti, élus, cadres, militants, tous étaient présents pour l'installation du successeur de feu Henri Konan Bédié, rappelé à Dieu le 1er août 2023. Le président Thiam lance un message de rassemblement et donc ça nous rassure, ça nous galvanise encore davantage. Nous avons eu des orientations quant à la politique qui va être mise en place pour la reconquête du pouvoir en 2025. L'ensemble des militants a été très satisfait de ce qu'il a vécu aujourd'hui. À son tour, le doyen d'âge, Philippe Kopli-Boni, a invité les membres du parti à travailler ensemble et à cultiver l'amour, la cohésion. Il faut bien que notre équipe arrive à la place souhaitée. Je voudrais féliciter les uns pour la distance parcourue et encourager les autres pour la distance à parcourir. Prenant la parole, le nouveau président du PDCI RDA est revenu sur les grands défis auxquels le parti doit faire face. Il faut continuer à réorganiser le parti et se mettre en ordre de bataille pour la conquête du pouvoir aux prochaines échéances électorales. Je m'engage donc à renforcer la démocratie interne du parti par la promotion d'un processus de décision participatif et inclusif. C'est le 22 décembre dernier à Yamoussoukro, lors du congrès extraordinaire du PDCI RDA, que Tidiane Thiam a été élu avec 96,48% des suffrages exprimés. Le nouveau président du PDCI annonce très prochainement la décoration dans l'ordre du Bélier et les honneurs officiels du parti au président sortant, Philippe Kopli-Boni. Voilà, Carmel Diangata Kwame et Sidonie Davila ont réalisé ce reportage. Et l'actualité, vous le savez, est dominée par la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations. Clap de fin de la 3e journée des phases de poule. On connaît désormais les 16 qualifiés des 8e de finale. Et on commence par cette nouvelle que vous savez depuis maintenant. Le sélectionneur français Jean-Louis Gasset n'est plus l'entraîneur des éléphants de Côte d'Ivoire. Il a été démis aujourd'hui de ses fonctions par la Fédération ivoirienne de football pour résultats insuffisants. Je vous fais lecture du communiqué de la FIF. Le président de la Fédération ivoirienne de football et son comité exécutif informent les associations membres, le public sportif, la presse nationale, internationale
et l'ensemble des supporters de l'équipe de football de Côte d'Ivoire, les Éléphants, qu'il ait mis fin au contrat du sélectionneur-entraîneur Jean-Louis-André Lucien Gassé et de son adjoint Ghislain Marie-Joseph pour résultats insuffisants conformément au contrat d'objectif qu'il est lié à la FIF. Monsieur Hermès Faye, sélectionneur, entraîneur, adjoint, assurera l'intérim en attendant l'ouverture d'une procédure de recrutement du nouveau sélectionneur, entraîneur. La Fédération ivoirienne de football exprime ses regrets pour le parcours des Éléphants durant la phase de poule de la CAN 2023. Cependant, elle reste convaincue du potentiel de notre équipe de football et appelle à l'union de tous pour les échéances à venir, signé du directeur exécutif Armand Désiré. Et justement, la nouvelle est tombée aujourd'hui et le sélectionneur Jean-Louis Gassé n'est plus donc l'entraîneur des Éléphants de notre pays. Il a été démis de ses fonctions par la Fédération ivoirienne de football. On en sait plus avec Serge Collier dans ce reportage. L'image de Jean-Louis Gassé, la tête entre les mains, après le premier but des Équato-Guinéens, a choqué des milliers de supporters et observateurs. Le technicien français donnait ainsi les signes précurseurs de son impuissance face à un humiliant 4-0. À peine 48 heures après la débâcle du lundi 22 janvier, la Fédération ivoirienne de football met fin aux fonctions du sélectionneur-entraîneur Jean-Louis-André Lucien Gassé et de son adjoint Ghislain Marie-Joseph Printemps pour résultats insuffisants conformément au contrat d'objectif qu'il est lié à la FIF. Pour moi, c'est la décision que tout le monde attendait. Sans lui, je pense qu'on peut aller de l'avant. Au regard des 2 derniers matchs de la Côte d'Ivoire, le résultat était vraiment catastrophique. Cette décision est vraiment sage. Un entraîneur, il encourage lorsque son équipe est menée. À seulement 1-0, il attrape sa tête. Nous ne sommes pas un funérail. Ce n'est pas un funérail, c'est un match décisif. L'intérim sera assuré par son adjoint, Faye Emers. Sa nomination part d'une situation catastrophique pour le pays et je dirais même une humiliation. Tout ce que nous pouvons faire, c'est de lui souhaiter une bonne chance. Un entraîneur local qui connaît très bien la Côte d'Ivoire et les joueurs. Et je pense que Ernest Faye, c'est une très bonne chose. Contrairement à ses homologues de l'Algérie, Djamel Belmadi et Tom Saint-Fier de la Gambie, Jean-Louis Gassé espérait se maintenir à la tête des Éléphants. La FIFA ne l'a pas entendu de cette oreille. L'ancien coach de Montpellier, Saint-Étienne et Bordeaux aura fait mentir la Fédération ivoirienne de football qu'il avait pourtant signé en mai 2022 en vantant ses compétences et son vécu. Un départ précipité après une lourde défaite et une 3e place en phase de poule avec un bilan pour la CAN 2023 de 2 défaites sur 3 matchs. Voilà, il y avait 24 équipes au coup d'envoi de la CAN. En Côte d'Ivoire, ils ne seront plus que 16 à franchir les 8e de finale. Et la Côte d'Ivoire, pays hôte, fait désormais partie des qualifiés pour le second tour. Le Maroc, sans faute, a aussi validé son billet. Le Cap-Vert, le Sénégal, champion titre, ont leur ticket. Les portes des 8e sont également ouvertes pour le Nigeria, l'Égypte, le Cameroun, l'Angola, la Mauritanie et bien d'autres. Voilà, bravo au Maroc. Merci pour cette victoire qui permet donc à la Côte d'Ivoire de se qualifier pour la 8e. Ce mercredi 24 janvier se sont jouées donc les dernières rencontres des phases de poule. L'Afrique du Sud a tenu en échec la Tunisie. Les Aigles de Carthage devaient absolument marquer pour se qualifier, mais n'ont pas réussi à trouver la faille au bout d'un match très fermé. Les 2 équipes se sont séparées sur un nul, 0 but partout. Même score pour la rencontre Mali-Namibie, 0-0 pour les 2 nations. Il y avait donc 4 affiches au total au menu de cette 3e et dernière journée de la phase de groupe de la CAN. Le Maroc a affronté, vous l'avez vu tout à l'heure sur nos antennes, la Zambie et s'est imposé. Les Chipolo-Polo ont été battus par les Lions de l'Atlas, 1-0. L'autre rencontre a opposé la RD Congo à la Tanzanie, score également 0 but. Et pour la RD Congo, voyons les buts à chaud de ces rencontres. Disponible dans ce fameux triangle, le triangle doré, le couloir droit. On remet là-bas, on renverse vers Yahya Tchat Allah en retrait.
pour Sofiane Bouffal. Il va essayer d'éliminer. Oui, c'est fait. Ah, ça revient un petit peu en arrière, il y a Marmat. Sofiane Bouffal. C'est un peu loin, petit ballon par-dessus. Hakimi qui centre. Le gardien qui s'interpose. C'est le score. Et là, c'est le but de Ziyech. Ici, à San Pedro, 1-0 pour le Maroc. Je peux vous dire qu'il attendait très longtemps ce but, Ziyech. Bravo donc à l'équipe du Maroc pour cette victoire. Hors des terrains de foot, cette frayeur dans le secteur des médias ce mercredi, un accident de la route impliquant un convoi de journalistes accrédités à la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football est survenu dans la commune du Plateau. L'on dénombre des blessés, mais heureusement, aucune perte en vie humaine. Les confrères ont reçu la visite du ministre délégué des Sports et du cadre de vie. Jean Magagui pour le reportage. Service des urgences du CHU de Treichville. Moussa Sanogo y est interné et encore sous le choc. Il fait partie des 38 victimes du convoi de journalistes accrédités de la CAN 2023 ayant subi un accident de la route des heures plus tôt. Chauffeur de l'autocar, il témoigne. La voie a été rétrécie, je suis venu tomber dans un trou. Donc le trou m'a balancé. Le fait de me balancer, je suis allé frapper le béton du milieu. Maintenant, en frappant le béton, j'ai voulu faire de mon mieux pour pouvoir me rattraper rapidement. Je n'ai pas pu. Alertés depuis 2h07, les éléments du groupement des sapeurs-pompiers militaires GSPM ont pu éviter le pire. Un fourgon et 5 ambulances, dont 2 de grande capacité, ont pu être déployés. Toutes les victimes ont été transportées au CHU de Angré et au CHU de Treichville. Concernant les 3 cas graves, leur état vital n'est pas engagé. Ce que nous pouvons dire à la population, à toutes ces personnes qui sont arrivées pour la fête, c'est d'être prudentes. Dans cette même matinée, le ministre délégué des Sports et du cadre de vie, Adje Silas Metch, est venu s'enquérir de l'état de santé des blessés évacués au CHU de Treichville. Au contact des victimes et du personnel soignant, il exprime le soutien du gouvernement. C'est au nom du président de la République et du Premier ministre, chef du gouvernement, que nous sommes venus au chevet des journalistes blessés. Nous avons été mis au courant de l'accident autour de 2h du matin. Nous sommes arrivés pour nous enquérir de leur état de santé, leur exprimer la compassion du gouvernement ivoirien et leur exprimer également notre solidarité en faisant une contribution pour les soins. Au total, 32 journalistes blessés ont pu regagner leur domicile après leur prise en charge dans les CHU de Treichville et d'Angré. La Côte d'Ivoire, pays hôte de la CAN, a ouvert ses portes au monde avec une hospitalité remarquable depuis le début de cette compétition. Vous le savez, le 13 janvier dernier, dans la cité de la paix, Yamoussoukro, où je vous conduis, c'est l'une des villes hôtes de cette CAN. La chaleur humaine et la générosité des Ivoiriens sont à l'honneur. À marge du jeu, chacun témoigne de cette hospitalité à l'ivoirienne qui marque les esprits de tout visiteur, comme nous le témoigne Sidonie Davila. La Coupe d'Afrique des Nations où la CAN de l'hospitalité bat son plein. Akwaba, bienvenue en Côte d'Ivoire. Le pays hôte mise sur l'accueil des nations en compétition. Yamoussoukro, l'une des villes hôtes, est aux couleurs de la CAN de l'hospitalité. Et les visiteurs témoignent du bel accueil. À chaque fois qu'on passe devant un Ivoirien qui sait que vous êtes Sénégalais, bon, il vous interpelle de manière vraiment gentille. Il vous parle vraiment de manière agréable. Bon, on sent que vraiment les Sénégalais sont bien accueillis en Côte d'Ivoire. Les stades, c'est nickel. L'accueil, c'est nickel. On a même de quoi manger, on ne meurt pas de faim. Moi, sincèrement, je peux vraiment apprécier de la presse. On a été bien accueillis. On a eu des informations qu'il faut, à temps qu'il faut. On a eu les produits commentateurs. On a tout eu en temps record. Que de richesses à découvrir en Côte d'Ivoire. L'hospitalité à l'Ivoire a conquis des cœurs. De la gastronomie aux infrastructures, les visiteurs sont séduits. On a le strict nécessaire dont on a besoin pour travailler. Et puis la salle est bien, elle est grande. En tout cas, il y a quoi ici, les journalistes sont mieux notés. Tout est bien construit. Vraiment, c'est un pays qui est bien avancé, en vrai dire. Le bus que vous appelez le car, c'est bien aussi, tout est climatisé, surtout la route. Non, la Côte d'Ivoire a travaillé. À Yamoussoukro, les têtes couronnées s'investissent également pour offrir une très belle fête à l'Afrique. À l'avènement de la CAN, il y a eu une sensibilisation qui a été faite. Et nous avons été conseillés par
notre chef de canton, Nambouandi 3, qui nous a dit notre hospitalité légendaire, nous devons effectivement la faire vivre par l'accueil, par tout ce que nous allons faire par rapport à cette CAN. On a eu à sensibiliser nos enfants. Leur dire, c'est vrai, il y a des actes qu'on ne doit pas poser quand on reçoit des étrangers. Il faut que nous soyons exemplaires. L'appel du président de la République aux Ivoiriens à être tous des ambassadeurs de la CAN a été entendu. Chacun joue sa partition. Les transporteurs routiers, à notre niveau, nous avons donné les consignes fermes. Les consignes qui consistent à dire à nos conducteurs d'avoir des comportements qui préservent la vie de ces populations. C'est de faire en sorte que les passagers ou les clients qui sont venus d'ailleurs ou qui sont d'ici repartent de la Côte d'Ivoire avec une très bonne image. Pour le président Alassane Ouattara, la CAN de l'hospitalité doit rester gravée dans les mémoires comme une belle expérience où la passion du football est sublimée par la générosité du peuple ivoirien. Et la Côte d'Ivoire qui organise la CAN de l'hospitalité est heureuse puisque le pays est qualifié pour les 8e de finale. Le rêve des éléphants pour la Coupe d'Afrique des Nations se poursuit donc. La qualification tant espérée a été obtenue ce soir grâce à la victoire du Maroc face à la Zambie sur un score de 1-0. Et depuis le coup de sifflet final, vous allez le voir, c'est l'effervescence dans les rues d'Abidjan. Voilà, on est qualifiés et on est tous heureux ici en Côte d'Ivoire. Je vous propose maintenant de voir les réactions de quelques supporters ivoiriens après cette victoire marocaine. Scénario incroyable. Scénario incroyable. Attendez. Scénario incroyable. On remercie le peuple marocain pour le soutien. On remercie le Maroc. On l'a fait aujourd'hui. Tout le monde est content. Vous voyez, tout le monde est content. On l'a fait. On remercie les Marocains qui nous ont donné encore la chance de batailler encore plus. Vraiment, je tiens les Marocains, je vous remercie pour tout ce que vous avez fait pour nous. C'est le cœur, vraiment. Soyez bénis encore plus. Et avec vous, on aura toujours la force. La Côte d'Ivoire vient d'être rachetée. Elle va prendre la Coupe d'Afrique. Ça, vous pouvez parier avec moi. Et les éléphants de Côte d'Ivoire, pitié. Pardonnez, soyez concentrés et puis jouez avec beaucoup d'intelligence. On compte sur vous. Dieu vient de nous ressusciter là. Il ne va pas nous donner une autre chance encore. Ça là, c'est pour dire qu'on a encore la victoire devant nous. Voilà, bravo à l'équipe du Maroc pour cette victoire qui nous donne donc notre billet pour les 8e de finale. Nous partons maintenant pour la région du Poro à Korogo, où l'UNICEF a lancé récemment un projet dénommé « Renforcer la résilience dans le Nord ». Cette initiative vise à améliorer les conditions de vie des populations des localités du Bunkani et du Tiologo face au risque de débordement de la crise du Sahel pour les pays côtiers. Jean Magagui pour le reportage. Les problèmes d'eau, d'hygiène et d'assainissement, bientôt un lointain souvenir dans la région du Poro. Une centaine de pompes défectueuses seront remplacées et la défécation à l'air libre sera traitée afin de consolider les acquis. Voici l'une des articulations du projet « Renforcer la résilience dans le Nord ». Un programme lancé par l'UNICEF à l'endroit des populations issues des régions frontalières nord de la Côte d'Ivoire, le Bunkani et le Tiologo. L'objet de ces 2 jours d'atelier, c'était vraiment de faire une priorisation de ces localités-là par rapport à ces régions, d'identifier les activités pertinentes qui pourraient être mises en œuvre. Donc c'était une planification opérationnelle. Ce projet est financé par la banque allemande KfW à hauteur de 5 699 millions de francs CFA pour une durée de 4 ans. Un des aspects à travers lesquels nous allons intervenir, c'est d'abord l'accès
et la qualité des services sociaux. C'est la santé, c'est la nutrition, à travers les francs, ce qu'on appelle les foyers de renforcement nutritionnel. C'est les unités mères kangourous. Nous allons en créer d'autres. Ce sont des structures qui permettent de compenser les centres de santé où il n'y a pas de couveuse. Au total, 500 000 personnes vulnérables, soit à 41% des populations du Bunkani et du Tchologo, seront soutenues par ce projet. Et à Boaké, dans la région de Gbeke, les étudiants ne se tournent pas les pouces hors des amphis. Vous allez le voir, il ne manque pas d'imagination pour joindre les deux bouts entre amphi et petit boulot. Ils font de bonnes affaires pour survenir à leurs besoins. Et bien, pour arriver à joindre les deux bouts, ils allient facilement et aisément études et boulot. Un exemple de courage qui a captivé l'attention de nos reporters Jean-Yves Zadi et Kader Sogodogo de RTI Boaké. Eric Kakou, étudiant en Master 2 de comptabilité à l'université Alassane Ouattara, vend de la teke aux poissons, communément appelé gaba. C'est l'activité qu'il mène pour subvenir à ses besoins. Issu d'une famille aux revenus modestes, l'étudiant se donne les moyens de faire face aux charges universitaires. Les parents, quand tu les laisses ailleurs, bon, bien vrai qu'ils t'envoient l'argent, mais c'est pas consistant. Tu vois, donc il faut associer à ce que les parents t'envoient un petit business pour pouvoir t'en sortir. Grâce à son petit commerce, l'étudiant dispose du minimum vital. J'arrive à me prendre en charge, à louer ma propre maison. Je crois que c'est l'essentiel pour l'heure. Comme Eric, Mauriel développe une activité génératrice de revenus. Elle s'appuie sur ses talents d'artisan et son esprit de créativité. Après de longues heures passées en amphi, elle se met au travail. Elle confectionne des sacs, des sandales et des accessoires de beauté. J'ai appris à confectionner des chaussures juste en regardant un cordonnier le faire. Et ça, je n'ai pas appris avec quelqu'un. J'ai juste regardé une ou deux vidéos et puis j'ai réalisé ce premier sac. Le matin, je vais faire mes cours. J'ai 2 heures dans la soirée, de 18h à 20h pour réviser. Et de là, de 20h à 22h, je confectionne quelques trucs. Soit un sac ou bien une paire de chaussures, pour que le lendemain matin, je puisse les présenter et puis les publier. Les mototaxis, un secteur bien connu à Boaké. Beaucoup d'étudiants s'y adonnent. Dans cette activité, Cédric dit s'en sortir. Pas de complexe pour cet étudiant inscrit en licence 3 de philosophie à l'université Alassane Ouattara. C'est une histoire d'emploi du temps. Si tu sais bien gérer ton temps, tu peux faire un boulot qui peut te donner quelque chose et en même temps subvenir à tes besoins et payer tes études. Pas seulement attendre les parents. Donc moi j'appelle en tout cas les amis qui ont encore les bras croisés de venir vraiment dans ce métier-là, que c'est un métier vraiment qui nourrit son homme ici à Boaké. La vente de friperies, un autre secteur juteux. Emmanuel, la vingtaine révolue, qui a intégré l'université Alassane Ouattara en 2016, marque son territoire dans la vente de pantalons, chemises, t-shirts pour préserver sa dignité d'homme à travers l'autonomie financière. J'ai eu l'idée comme ça de m'accrocher à quelqu'un, un dévancier qui m'a aidé à travailler avec lui. À la longue, j'ai fait des bénéfices et puis j'ai entamé ma propre activité. Il ne faudrait pas compter exclusivement sur les parents, vu que le travail paye toujours. On doit toujours chercher une activité pour joindre à notre étude. De retour à l'université, place à la vie académique. Cédric, Emmanuel, Eric et Mauriel retrouvent la sphère universitaire. Entre études et petits boulots communément appelés Jossi, il faut une organisation pour concilier les deux. Il faut surtout faire preuve d'un esprit entrepreneurial accompagné d'une bonne dose de volonté et de courage. Étudiants de l'université Alassane Ouattara entre amphi et Jossi. La lutte pour la survie continue. Le réseau africain des femmes leaders de Côte d'Ivoire a un nouveau bureau exécutif. Il a été installé récemment dans la commune de Cocody. Sa mission, créer un espace pour les femmes africaines afin de partager les expériences de leadership et les leçons apprises. Désiré Enyamour, Ali Diomandé pour le reportage. Présent en Côte d'Ivoire depuis 2018, le réseau des femmes leaders africaines met en place son bureau exécutif local. Et c'est Sephora Kodjo qui a la charge d'assurer la présidence. Elle met en évidence l'apport de ce bureau pour l'autonomisation de la jeune féminine ivoirienne.
La vision, comme je le disais tantôt, de Aoline est de regrouper les femmes leaders du continent pour qu'elles puissent partager ensemble des visions fortes et sereines, mais aussi pousser un agenda durable pour les femmes à l'échelle nationale, mais à l'échelle continentale. Pour pouvoir mettre en place les femmes africaines afin qu'elles puissent être des leaders, afin qu'elles puissent se faire remarquer par leur travail, qu'elles puissent aller plus loin. Le nouveau bureau exécutif pourra compter sur le soutien de la République fédérale d'Allemagne, représentée par son ambassadeur en Côte d'Ivoire. Le rôle et la place des femmes, c'est une priorité du gouvernement allemand. Madame Annalena Baerbock, ministre allemande des Affaires étrangères, veut faire de sa politique une politique internationale féministe, c'est-à-dire une politique qui inclut les femmes dans la prise de décisions et qui valorise leurs expériences particulières. Le réseau des femmes leaders africaines compte plus de 500 femmes issues de toutes les générations et les secteurs d'activité. Son ambition est de créer une force continentale de femmes leaders qui contribuent à la transformation de l'Afrique, conformément à l'agenda 2063 de l'Union africaine. Nous partons à présent pour le village d'Ondefidouo, dans le département de Bouna, région du Boukani, qui a abrité récemment la pose de la première pierre de l'Église catholique. C'est une initiative justement d'un cadre de la région pour promouvoir l'entente entre les filles et fils, la paix et la cohésion sociale, comme nous le rapporte Jamayaki. Les fidèles chrétiens d'Ondefidouo, dans le département de Bouna, auront bientôt leur paroisse. La première pierre de cet édifice religieux est posée en présence du père Joseph Kwasi, vicaire général du diocèse de Bondoukou, représentant l'évêque Monseigneur Bruno Esso. Ce projet naît de l'engagement de Michel Noufé, cadre de la région du Boukani, de promouvoir la cohésion sociale. Nous venons de participer à une cérémonie qui revêt d'une importance, j'allais dire, au plus haut point pour nous. Parce que, au-delà même de la ville ou du village d'Ondefi, c'est un signe qui nous intéresse dans la mesure où nous, en tant qu'Église, nous avons besoin de ces structures-là qui sont primordiales pour le déploiement de nos activités. Nous voulons contribuer à notre manière à faire en sorte qu'ils servent Dieu dans de bonnes conditions. Et c'est ça notre engagement. C'est ce qui nous a conduit donc, à accompagner le projet de construction de cette nouvelle église catholique au profit donc, des paroissiens et paroissiennes de Saint-Michel-Archange de Ondefidouo. La construction de la paroisse d'Ondefidouo est une aubaine pour les fidèles chrétiens de la zone de Kolodio et Binida. La pose de la première pierre de cette infrastructure fut l'occasion de célébrer les 5 ans jubilé de bois de l'église Saint-Michel-Archange d'Ondefidouo. Voilà, l'artiste tradimoderne Baoulé Adebakonan célèbre le 3 mars prochain ses 15 ans de carrière musicale. L'événement aura lieu au Palais de la Culture de Treichville et ce spectacle, selon l'artiste, marquera les esprits des spectateurs. De belles surprises sont attendues. Il a fait l'annonce dernièrement à la salle Jean-Marie Adiafi du Palais de la Culture. Sèche pas comme Didi, Jamagagi. Après avoir affronté avec maestria la salle Anoumambo du Palais de la Culture le 5 juin 2022, Adebakonan, jeune star montante de la musique tradimoderne baoulé, remet le couvert. Le 3 mars prochain est la date choisie par l'artiste pour offrir un autre concert à ses fans. Je viens au Palais pour la deuxième fois dire un grand merci à l'Éternel Dieu qui m'a propulsé. Aujourd'hui, on me connaît. Je promets vraiment assez de spectacles pour le public. Au cours d'une rencontre avec la presse, les organisateurs annoncent les couleurs de l'événement. Il se tiendra dans la grande ferveur de la fête de Pâques, ou Pakinou, pour le peuple du centre de la Côte d'Ivoire. Adebakonan, c'est un artiste pétri de talent. Et je pense que ce talent-là a besoin d'être mis davantage en lumière à partir d'actions comme le concert, le deuxième de la carrière d'Adebakonan au Palais de la Culture. Les retrouvailles pour le peuple baoulé, pour la Côte d'Ivoire, autour donc de la fête de Pâques. Intitulé « Le retour du roi », ce spectacle marquera la célébration des 15 ans de carrière de l'auteur de la chanson à succès
Otobé Otobé. Mi babamo, mi wanyo, kanzo tobe Otobé. Like kwa tobe o, asienga suai, like kwa tobe o. Et je sais que toute la Côte d'Ivoire a chanté aussi ce soir le rêve des éléphants pour la Coupe d'Afrique des Nations se poursuit. La qualification tant espérée a été obtenue grâce à la victoire du Maroc face à la Zambie sur un score de 1-0. Et depuis le coup de sifflet final, c'est l'effervescence dans les rues d'Abidjan. Voilà, on a tous dansé en Côte d'Ivoire. Je vous propose de voir maintenant la réaction des Ivoiriens après cette victoire marocaine. Scénario incroyable. Scénario incroyable. Attendez. Scénario incroyable. On remercie le peuple marocain pour le soutien. On remercie le Maroc. On l'a fait aujourd'hui. Tout le monde est content. Vous voyez, tout le monde est content. On l'a fait. On remercie les Marocains qui nous ont donné encore la chance de batailler encore plus. Vraiment, je tiens les Marocains, je vous remercie pour tout ce que vous avez fait pour nous. C'est le cœur, vraiment. Soyez bénis encore plus. Et avec vous, on ira toujours la force. La Côte d'Ivoire vient d'être rachetée. Elle va prendre la Coupe d'Afrique. Ça, vous pouvez parier avec moi. Et les éléphants de Côte d'Ivoire, pitié. Pardonnez, soyez concentrés et puis jouez avec beaucoup d'intelligence. On compte sur vous. Dieu vient de nous ressusciter là. Il ne va pas nous donner une autre chance encore. Ça là, c'est pour dire qu'on a encore la victoire devant nous. Voilà, les éléphants vont faire le jeu et nous, on va prier, croiser les doigts. On connaît désormais donc les premières affiches des huitièmes de finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Et la Côte d'Ivoire fait partie des qualifiés pour le second tour de cette édition. Notez que les éléphants vont affronter les lions du Sénégal en huitièmes de finale. On va prier et on va croiser les doigts. Voilà, c'est la fin de ce journal. Et on va terminer en musique par ce qui fait l'actualité, bien sûr, dans notre pays. C'est la CAN de l'hospitalité avec la fondation Ici on chante. À demain, 20h, le journal aura lieu demain, 20h et non 22h. À demain donc, à 20h. Ça se passe ici, en Côte d'Ivoire. Bienvenue, ça se passe ici. C'est la Coupe d'Afrique. Passe le message à ton père, passe le message à ta sœur. Il est là.